Bienvenue à Virage. Aujourd'hui à l'émission, nous avons avec nous le F-150, le véhicule le plus vendu, le véhicule qui a mérité le plus de prix également. Donc, on va en parler de long en large. On a aussi les gens de Groupe Saillant Autocrédit qui vont être avec nous. On va commencer nos chroniques de pneus avec Jean Guéroy de Desharnais Pneus Mécaniques. Nous avons des nouvelles de l'industrie. Et à la fin de l'émission, on répond à vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage@telemac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous poser vos questions. Marc Bouchard, Jacques, bienvenue. Comment ça va? Très bien, merci, Daniel. En forme? Oui, Il on le faut, l'est. mon cher. Bien, j'espère, parce que là, on a tout qu'un véhicule à parler en studio. Les éloges n'arrêtent pas avec ce fameux F-150. Depuis que tu es arrivé, Marc, tu n'arrêtes pas de nous dire qu'il va bien, qu'il va ici, qu'il fait ça. Bref, c'est le temps de nous en parler et de nous confier tes émotions versus ce véhicule. Il faut dire que le F-150 a été refait pour 2021. On te propose un véhicule qui est complètement remanié à bien des niveaux. Mécanique qu'on connaît, les mécaniques EcoBoost, dans ce cas-ci, le V6 EcoBoost, 375 chevaux, capacité de remorquage 13 200 livres. Quand même, là, c'est pas vraiment un petit véhicule de ville strictement. C'est un véhicule pour le travail. Mais on a fait toutes sortes de choses très particulières pour permettre au véhicule d'atteindre, je te dirais, des nouveaux sommets. Tu sais, moi, j'aime les bébelles dans les autos. OK? On va être honnête, là. Et dans le cas du F-150, au-delà des capacités, on a mis aussi la version FX4 avec le hors-route, donc des suspensions différentes et tout. Mais on a mis plein de gadgets à l'intérieur qui m'impressionnent. Le premier, pour moi, c'est le système Sync 4 qu'on retrouve sur la Mustang Mach-E. C'est la nouvelle intégration d'un système multimédia, multifonction. Et autant j'ai détesté Sync dans le passé, autant maintenant, je t'avoue que j'ai beaucoup aimé cette version-là. C'est facile, c'est ergonomique. Elle comprend quand je parle, ce qui n'était pas toujours le cas des anciennes générations. Donc, ça, c'est vraiment un des éléments. Autre élément, c'est tous les petits gadgets, les petits trucs qu'on a fait pour rendre tout ça particulier. Le levier de transmission, sur pression d'un bouton, on l'appuie et il se dissimule. On peut à ce moment-là ouvrir une table de travail entre les deux. Le siège qui se plie complètement 180 degrés. Le haillon motorisé dans ce cas-ci, avec l'échelle. C'est pas nouveau de cette année, mais à mon âge et à ma, disons, corpulence, c'est toujours agréable d'avoir une petite échelle pour être capable de monter à bord. On a mis même une règle intégrée directement dans le haillon arrière. La fameuse génératrice qui est à bord où on peut brancher des outils. Et on sait que dans le cas du hybride, entre autres, la génératrice a servi au Texas au moment où il y avait des pannes de courant. Bref, Ford a vraiment mis le paquet pour faire non seulement un véhicule qui est un bon véhicule, mais la mécanique, on la connaissait déjà. Mais en même temps, ils en ont fait, je te dirais, un package tellement plus polyvalent, tellement agréable, que honnêtement, moi qui ai toujours été un fan de Ram, je l'avoue très humblement, j'ai un faible pour le F-150 2021. Ils ont fait des belles modifications, Jacques. Puis pour rester au sommet, parce que le segment est tellement compétitif, tu as parlé de Ram, tu peux parler de GM également, parce que les trois, là, depuis des décennies, on essaie de démêler qui est le meilleur, mais on réussit toujours à trouver des choses pour se démarquer. Absolument. Mais il faut dire que Ford, tu l'as dit tout à l'heure, 54 ans, là, en première position, il faut le faire. Mais moi, ce que je remarque, c'est qu'ils ont toujours réussi à donner au client ce que le client voulait avoir. Et les enquêtes qu'ils font pour savoir qu'est-ce qu'on devrait rajouter chez les véhicules à tous les années, mais ça porte fruit, puis ils sont capables justement de l'ajouter rapidement. Ford a délaissé passablement l'automobile, mais croyez-moi qu'il se rattrape beaucoup avec le camion. Et je trouve surprenant qu'il ait réussi au niveau de toutes les municipalités, que ce soit au niveau de la police, n'importe quoi. Ils sont tout partout. Fait que tu en rends compte sur la route comme jamais. Et quelqu'un qui a besoin d'un gros véhicule, qui a besoin de l'espace, qui a besoin. Parce qu'au niveau confort, c'est confortable, c'est une affaire incroyable. C'est plus confortable que des classes S, oui. BM Série 7 et Lexus. Puis on a des routes dégradées beaucoup, qu'on le veuille ou pas. Nos routes sont toutes lézardées, etc. Ces véhicules-là, là, avec la grosseur de pneus qu'il y a dessous, c'est confortable. Alors, tu pognes un trou, après ça
paraît à peu près pas. Mais- Pour lui, là, c'est une cuillerée à soupe d'à peu près rien. Mais je suis obligé de te dire que les anciennes versions, moi, je trouvais que chez Ford, un des défauts que j'aimais moins, c'est que je trouvais la suspension arrière sautillante quand il était à l'âge, quand on arrivait justement sur des routes un peu plus maganées. Or, avec cette version-là, honnêtement, tu peux t'endormir à bord. Là, je veux dire, Et en plus, je l'ai dit, on a la version Platinum et j'aime les bébelles. En plus, on a le siège massant, chauffant et ventilé pour en avant et le siège chauffant aux places arrière. Alors vraiment, tu l'as dit, c'est une classe S, littéralement. C'est une espèce de limousine avec une capacité de travail exceptionnelle. Et vraiment, quand on arrive, ça l'a occupé. Mais Jacques disait, Ford en donne beaucoup aux clients. Je suis obligé de dire que le client en donne pas pire à Ford aussi quand tu vas l'acheter. Oui. Parce que c'est 87 000 la petite machine qu'on a en studio. Là. Ben oui, parce que là, on veut... Puis c'est incroyable qu'est-ce qu'on fait avec la camionnette. C'est qu'on part de la camionnette de travail qui est à peine au-dessus du 30 000 puis on s'en va aux 90 000 et un peu plus avec la version hybride. Alors, on joue sur une plage extrêmement grande. Il y a des versions pour tous les goûts. C'est probablement, puis on le sait, le véhicule le plus payant pour Ford. Donc, on travaille dans ce véhicule-là. On a placé l'aluminium, la carrosserie en aluminium. Oui. Donc, on pense qu'on va avoir de la longévité puis de la durabilité avec son camion. Là, on commence, je me dis, ça va arrêter où, là? Ça va, parce que, oui, les gens en ont besoin ici. Toi, tu l'aimes, ce véhicule-là, mais à 85 000 tu y penserais peut-être 2 fois avant de l'acheter. Je comprends qu'il y a des entrepreneurs qui ont de l'argent, mais le luxe qu'il y a là-dedans, travailler avec ce camion-là, il faut vouloir, là. Oui, moi, je n'amènerais pas ça sur un chantier. Non. Me promener là-dedans avec des bottes crottées un peu, ça me gênerait. Mais là, ta règle, elle ne sert pas à grand-chose. Tu vas mesurer le poisson, parce qu'à part de ça, il n'y a pas grand-chose qu'elle va mesurer. Il faut que tu l'utilises, il faut que tu travailles avec. Non, effectivement, c'est un outil de travail d'abord, mais c'est certain que ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est la version haut de gamme. Là. La Platinum, c'est la plus élevée. Tu as la version hybride qui est un peu plus chère à cause du moteur, mais comme telle, c'est la version la plus haut de gamme. Mais tu as raison, la plupart des véhicules qui sont vendus, c'est pas ça. Là. Ça va être une version qui va être moins équipée, qui va être destinée au travail. Là. Une chose est certaine aussi, c'est que les autres manufacturiers, pour pas nommer GM, manquent de véhicules. Alors que Ford, on dirait qu'eux, là, on dirait qu'ils n'ont pas été affectés d'aucune espèce de façon par les fournisseurs, etc. Et, on livre du F-150. C'est le véhicule par excellence de Ford. On voit que tout l'effort est mis dans ce véhicule-là. Je ne dis pas qu'on ne travaille pas sur les autres véhicules, mais on voit qu'on prend un soin fou de bien traiter son F-150. Et, comme je l'ai dit, le segment est compétitif. Alors, Ford fait ce qu'il faut pour rester en haut du pavé ou être un des 3 choix. Écoute, 145 000 unités l'année passée du Ford Série F. Juste à titre de comparaison, la voiture au VUS la plus vendue après ça, c'est 64 000. On n'est même pas dans le même bateau. Même monde. Non. Merci beaucoup, messieurs. Plaisir. En revolant, on s'arrête à virage. Et au retour, c'est déjà le temps de parler de pneus, donc c'est bon signe. Cette chronique vous est présentée par Nokian Tires en collaboration avec Desharnais, le connaisseur membre du réseau Point Est. Chez Desharnais, la mécanique, les pneus, on connaît ça. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique. Je suis en compagnie de Jean-Guy Roy. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Ça va bien Jean-Guy? Très bien, très bien. Alors Jean-Guy, on est déjà dans la saison où il faut penser changer de pneus, bien sûr. Il faut commencer avec les conseils d'usage. Évidemment, qu'est-ce qu'on doit vérifier lorsque vient le temps de changer les pneus et surtout la période. Est-ce qu'on est dans la bonne période? Bien, surtout avec un printemps hâtif comme on a cette année, pas beaucoup de neige, donc vite la chaussée apparaît sec et aussi la température ambiante qui est plus haute que la normale. Fait qu'on a 2 ingrédients qui nous font signe que oui, on doit remplacer nos pneus assez rapidement. Pour ceux qui ne font pas beaucoup d'extérieur de la ville, donc il n'y a pas de danger, même si on a une petite neige printanière qui peut nous arriver d'un jour à l'autre, c'est pas grave, ça fond tout de suite le lendemain. Donc les pneus d'été, les pneus de 3 saisons, font en sorte qu'ils sont capables de rester, quand on a une température ambiante, à aller jusqu'à moins 7 degrés. Fait que donc, il n'y a pas de danger pour ces pneus-là. Et surtout, par contre, c'est qu'en ayant retiré nos pneus rapidement,
bien, on les préserve d'une usure prématurée. Parce qu'on sait très bien que l'ennemi numéro 1 d'un pneu d'hiver, c'est la chaleur du bitume, la chaleur de la chaussée, qui fait en sorte que le caoutchouc de la bande de roulement va réellement réagir à ça et va fondre très, très, très vite. Si on garde nos pneus d'hiver, là, maintenant, les gens font plus beaucoup de routes, donc on est tendance à peut-être les garder un petit peu plus longtemps. Il faut être prudent de ne pas faire de grandes routes. Exact. Puis c'est là, des fois, c'est dommageable. Des fois, on est là et on dit « Ah, moi, je m'en sers pas tant que ça. » Mais des fois, on réunit tout notre kilométrage qu'on fait par semaine, puis des fois, on fait le saut. Puis toutes ces semaines-là qu'on aura étiré davantage, bien, c'est là que ça fait la différence pour notre pneu d'hiver qu'on aurait pu prolonger d'une autre saison de plus. Chaque année, on prend les pneus, on fait le changement, soit qu'on les fait faire par notre garagiste, on n'a pas le temps de regarder l'usure de nos pneus. Qu'est-ce qu'on doit vérifier avant de réinstaller nos pneus? Bien, premièrement, la permutation, où ce qu'ils vont aller sur le véhicule. C'est sûr que les pneus, tous les véhicules en général qui sont traction ou même véhicules qui ont une traction intégrale, il faut s'assurer que les pneus les moins usés, on va les mettre en avant parce qu'au niveau de la conduite, ils sont très sollicités. Fait que c'est sûr que les mieux, avec une usure moindre, vont se retrouver sur l'essieu avant par rapport à l'essieu arrière. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, qu'il faut s'assurer, c'est qu'on a les bonnes pressions d'air dessus. Ça, c'est important. Puis, en même temps, la pression d'air, ça m'amène à te parler de l'azote. Okay. L'azote, on a fait une étude avec Wilbrod Bérère, puis qu'on disait que l'utilisation de l'azote, les écarts de température faisaient en sorte qu'on pouvait préserver notre pneu de 20 à 30 prolonger sa vie. C'est beaucoup, ça. Quand on calcule ça. Pourquoi? 3 choses qui sont importantes. Première des choses, la chaleur. Moi, j'ai fait le saut quand j'ai vu les différences d'écart de température dans la chambre d'air. La membrane qui est à l'intérieur de notre pneu fait en sorte qu'on préservait beaucoup plus notre pneu. Puis, à ce moment-là, le pneu n'avait pas une craquure, tu sais, tout le craquelage, là, parce qu'il n'y avait pas de surchauffe. Ça, c'est la première des choses. Deuxième point qui était important avec l'azote, c'est qu'on avait toujours une pression constante, égale, qui était recommandée par notre manufacturier de notre automobile. Donc, si on roulait à 32 PSI, bien, on faisait un long trajet Québec-Montréal, mettons, puis on arrivait à Montréal, on avait 32 PSI. Donc, déjà là, si on coupe les fluctuations de température, parce qu'on sait, on n'a pas besoin de le rappeler, mais pour la cause, on va le rappeler, l'azote, c'est un gaz inerte. Donc, il ne réagit pas à la température. Fait qu'il va toujours vous garder une pression d'air constante. Et le troisième point qui est bien important aussi, non négligeable, ça fait en sorte que c'est les capteurs. Hein? On a tous des capteurs de pression d'air. Donc, la contamination de nos capteurs par l'humidité faisait en sorte que des fois, les capteurs s'usaient prématurément. Avec l'azote, on n'a pas ce problème-là. Pour ces 3 bonnes raisons-là, on dit oui à l'azote. Continuer à l'azote, ça a sa place. C'est pas juste un kick de mode ou quelque chose comme ça, c'est vraiment utile. Et dans tous les types de véhicules, Jean-Guy, c'est un VUS, c'est plus oui que c'est une voiture? Tous les types de véhicules. Moi, après ce que j'ai vu d'efficacité de l'azote, j'étais convaincu d'avance, mais je suis encore plus convaincu quand tu as ces exemples-là en pleine figure, puis que tu vois ces écarts qu'il y a là, tu peux pas faire autrement d'être convaincu que l'azote a sa place. Fait que ça, c'est bien important. Et une petite parenthèse en passant, dans vos ateliers, assurez-vous que l'azote qu'ils vous mettent dans votre véhicule, que ce soit de l'azote, hein? Parce qu'on a besoin d'une efficacité de 98 et plus si on veut retirer toutes les propriétés de l'azote. Donc, si puis il y a une façon de gonfler nos pneus à l'azote, hein? Fait que votre installateur, il doit connaître la façon qu'on enlève l'air, on en retire 80 pour regonfler avec l'azote. On fait un genre de backwash, on fait un vide, puis à ce moment-là, on remplit avec l'azote pour être sûr d'avoir une capacité d'azote pure à 98 et plus. Et c'est là qu'on va aller chercher les propriétés. Avec ça, puis après ça, on a un appareil pour vérifier. Fait qu'on prend un pneu. Moi, je trouve qu'un atelier doit vérifier avec un pneu. On fait une vérification. On voit qu'on est correct. À ce moment-là, on est sûr qu'on a fait un travail adéquat sur le véhicule. C'est pas juste de mettre un petit bouchon vert. Non, absolument. Ouais. Il faut faire attention parce qu'on a déjà vu ça. Oui. Juste un bouchon, mais de l'air normal dans le pneu. Exact, ça Est-ce qu'on fait vérifier nos pressions d'air à ce moment-là ou on peut partir la tête? On peut partir la tête tranquille. Premièrement, on a nos capteurs de pression d'air qui vont nous indiquer s'il y a quelque chose qui surgit. Puis, deuxièmement, on vient de le mentionner, on a une constance au niveau de la pression d'air. Donc, on peut rouler la tête tranquille.
ça étant fait que nos pneus, on a vérifié les usures, on a vérifié les pressions d'air. Après ça, qu'est-ce qui nous reste? C'est le parallélisme, l'alignement sur le véhicule. Pourquoi on insiste beaucoup là-dessus? Parce que les dimensions de pneus, les diamètres éclatent, les largeurs éclatent. Sur le parc automobile qu'on retrouve de plus en plus, c'est des choses qui sont importantes. Oui, ça amène des caractéristiques intéressantes, des feelings de conduite intéressants. On ressent qu'on est en contact sur la route, etc. Par contre, il faut emmener les soins appropriés si on ne veut pas se ramasser avec des usures prématurées. Puis quand on dit usure prématurée, le mot est faible, parce que ça se fait rapidement. Donc, les permutations, là, 5-6 000 km quand on est en série 40-45, là, c'est pas exagéré. Il faut les faire vérifier. Il faut les faire là, les permutations. Attendez pas. Des fois, on arrive souvent, là, on dit « Ah, ben moi, je roule pas beaucoup, puis à la fin de l'été, je vais les changer bientôt. » Les 2-3 000 km que vous allez les faire à la même place, Ils sont là, mortels pour les... ils vont être dommageables, pas à peu près. Donc ça, les permutations, l'alignement, on vient d'en parler à cause des dimensions de pneus surdimensionnés. Puis il y a le facteur qu'il ne faut pas oublier que des fois, comme consommateur, on a tendance à mettre de côté, c'est qu'on a changé notre diamètre de roue d'hiver par rapport à nos roues d'origine d'été. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que le contraire en hiver, ça peut avoir un impact, mais l'impact est beaucoup plus grand quand on arrive à l'été. À l'été, on met nos grosses roues stylisées avec nos pneus surdimensionnés. Et puis, si on a gardé le même alignement, faites une vérification d'alignement. C'est pas très coûteux. On va partir la tête tranquille. On sait que nos données sont correctes. Le technicien fait les ajustements là, immédiatement. Absolument. C'est pas grand-chose. C'est Là, pas- ça ne sortirait pas de là avec une grosse facture, à moins qu'on découvre un problème Exact. majeur dans la direction. Mais heureusement qu'on va l'avoir fait faire. Exact. Puis en plus, on va préserver une usure prématurée de nos pneus. Et on en parlait ensemble, Daniel. Il faut penser aussi vert un peu, penser environnement. Si on préserve nos pneus, on va les prolonger. Donc, ils vont se ramasser sur la montagne de pneus moins vite. Donc, on va préserver l'environnement également. Ça fait que c'est un geste économique et un geste environnemental. Montagne de pneus, Jean-Guy, j'ose croire qu'au recyclage, mais en tout cas, Ah oui, peu importe. c'est juste pour question C'était d'imager. l'image était forte. C'est d'imager ça. Mais en même temps, oui, on a des sources de recyclage intéressantes. Un mot sur les dimensions de pneus, parce que tu en parles, les dimensions de pneus, et ça, on doit en tenir compte de plus en plus, même surtout lorsqu'on change de véhicule, parce que on dirait que le pneu qu'on avait sur notre véhicule n'existe plus, cette dimension-là. Peu importe le véhicule qu'on magasine dans l'industrie automobile, à quel point on dirait qu'ils font par exprès pour changer les dimensions Tu as de pneus. entièrement raison, Daniel. C'est effarant de voir l'éclatement de dimensions maintenant quand ils dessinent un nouveau véhicule. Premièrement, on sait que l'impact stylisé dans l'ensemble sur les véhicules, c'est le coup de crayon qui compte beaucoup pour le consommateur. Fait que là, on se casse la tête pour accrocher l'œil du consommateur sur le coup de crayon qu'on donne au véhicule. Après ça, il faut l'habiller. Fait que là, il se pose la question, qu'est-ce qu'on va mettre là, qui va avec ça? Puis là, c'est là. Hein? Là, on grossit les diamètres. Parce que là, au début, on avait grossi les diamètres. Pourquoi? À cause, souviens-toi, Les des freins. surfaces des freins. Exactement. Les disques de frein, on les grossissait, puis les plaquettes de frein, etc., pour arrêter notre voiture, pour être efficace au freinage. Mais maintenant, là, c'est plus ça, là. Là, ça va avec le coup de crayon du véhicule pour attirer le consommateur. Mais on n'y a pas dit au consommateur qu'on avait des roues de 24 pouces sur notre véhicule, là. Puis ça va prendre peut-être 2 petites pilules en dessous de la langue lorsqu'il va aller au garage pour magasiner ses pneus. Fait que donc, tu sais, c'est tout ça réuni ensemble. Il faut faire attention à nos pneus, puis être bien chaussés, puis on va voir dans les prochaines semaines qu'on a des pneus qui sont adaptés pour différents types de véhicules et différents types de conduite. Et c'est davantage l'impact du comportement routier d'un véhicule relié aux pneumatiques est encore beaucoup plus grande que dans le passé quand on était en série 75 sur la série 70. Là. On est loin du 75-70-13. Là. Absolument. Oui. Alors, au cours des prochaines semaines, on fait le tour de l'industrie du pneumatique à ta compagnie. Jean-Guy, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Voilà de retour et c'est maintenant le temps des nouvelles de l'industrie. Alors, Marc, on a plusieurs nouvelles. On commence avec Jeep. Oui, Jeep qui, comme on le sait, est un grand spécialiste du concept.
Depuis des années, dans le temps de Pâques, ils ont un événement qui s'appelle le Jeep Easter Safari, qui se tient à Moab, au Utah. Et c'est toujours dans le cadre de cet événement-là, qui réunit beaucoup de participants. Là, cette année, on ne sait pas trop, mais c'est toujours là qu'on nous présente les prototypes les plus flyés de Jeep. Et cette année, on ne fait pas exception. Le premier qu'on nous dévoile, c'est le Magneto. Bon, non, c'est pas un personnage d'X-Men. C'est vraiment le premier véhicule 100% électrique de Jeep. Écoute, c'est un Wrangler 2 portes. Hein? On n'a pas réinventé la roue, mais 100% électrique sur une architecture de 800 volts. Et là, on va détailler parce que ça vaut la peine. Imagine, il est jumelé, son moteur électrique, à une boîte manuelle. Une boîte manuelle électrique. Non, boîte manuelle avec un moteur électrique. Donc, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais effectivement, on a une boîte 6 rapports, manuelle complètement, sur un Jeep Magneto qui est un Wrangler qui, dit-on, a les mêmes capacités hors route que n'importe quel Wrangler que l'on connaît. Pour faire ça, on a dû patenter toutes sortes d'histoires. Alors, quand je te parle de patenter, par exemple, on a 4 blocs de batterie qui font au total de 70 kWh. Le problème, c'est qu'on ne pouvait pas mettre toutes les batteries dans le plancher comme on le fait traditionnellement, parce que ça aurait été beaucoup trop lourd et ça aurait surtout compromis les capacités hors route du véhicule. Donc, on a divisé, il y en a une partie dans le plancher, une partie sous le siège arrière, une partie sous le capot. Bref, on a 4 blocs différents qui ont été localisés à différents endroits pour garder l'équilibre du véhicule. Écoute, on n'a pas réinventé la roue en termes de puissance. C'est exactement la même puissance que le V6 Pentastar qu'on connaît déjà. Donc, 285 chevaux, 276 livres-pieds de couple. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi gardé tout le rouage 4x4 qui va normalement avec un Jeep Wrangler. Et on a ajouté des éléments de protection en dessous pour enrober les batteries d'une part, mais aussi pour protéger les autres composantes. Donc, on dit qu'on est quand même capable de traverser des étendues d'eau de 75 cm de hauteur. Quand même intéressant. Fait que ça devient un vrai Jeep hors route. Évidemment, comme tu le vois, pas de toit. On a vraiment tout fait ce qu'on avait à faire. Et on a 2 batteries 12 volts pour alimenter les différents accessoires qui arrivent de série, notamment le treuil, qui, dans le cas d'un Jeep, si on s'en sert en route, est très utile. Évidemment, absolument. Bleu et noir, sauf que ce que tu vois là, c'est un prototype. Il n'y a aucun plan pour le moment pour une commercialisation réelle. Déjà là, l'illusion de boîte manuelle avec embrayage, on sait très bien que c'est quelque chose d'électronique. C'est de la programmation, mais bon, on s'amuse avec ça. Je pense pas que ça allait... on va y aller au niveau commercial avec ça. Non, mais sauf qu'on sait qu'il y a le 4XE qui est là au niveau plug-in hybrid, au niveau hybride amplifieur, et il y aura éventuellement un Jeep Wrangler 100% électrique. Ça pourrait nous donner une indication. Je te signale cependant qu'on n'a pas parlé d'autonomie. Et, évidemment, si tu vas te promener en route... C'est pas la priorité. Avec un véhicule comme ça se peut que tu n'en aies pas beaucoup d'autonomie. Mais ce n'est pas le seul prototype qu'on a lancé au moment du Easter Safari. Il y en a un qui s'appelle le Jeep Red Bear. Concrètement, c'est un Rubicon Gladiator, comme tu le vois, qui est monté sur des pneus. On a modifié les suspensions, on a modifié les pneus, on arrive avec des ratios différentiels changés aussi. Donc, vraiment quelque chose de très puissant, de très capable hors route. V6 éco-diesel, 260 chevaux. Donc, ça va. Bien sûr, la partie extérieure, on le voit, là, on a misé beaucoup sur l'aspect demi-portière et tout. Et l'intérieur, que moi, je trouve absolument génial. Ouais. Qui est vraiment super beau. Écoute, c'est vraiment... Regarde, ça ne te rappelle pas une certaine GTI, par exemple, mais en tout cas. Le troisième concept, c'est le Jeep Orange Peels. Bien sûr, pelure d'orange. Tu auras compris qu'on est dans le orange, pas à peu près. Ce qu'on dit, c'est que c'est surtout fait pour nous montrer la capacité de rouler à ciel ouvert. Donc, tout le toit peut se retirer facilement. L'idée, en fait, c'est qu'on a changé plusieurs éléments au niveau de différents prototypes de pièces qu'on va éventuellement commercialiser. Donc, par exemple, la grille de calandre là-dessus, c'est un prototype dans la façon dont elle est conçue. Le support du pneu de secours à l'arrière, la façon dont il est conçu, c'est une nouveauté qu'on essaie. Donc, on s'en sert un peu comme d'un véhicule test pour tester ces trucs-là. Tu remarqueras qu'il est quand même plus logique que les autres, là, un peu moins extrême, à part quand même que c'est des roues de 37 pouces. À part les roues, le reste, c'est logique. Exactement. Et le dernier, c'est mon préféré, c'est le Jeepster Beach.
On est vraiment là dans le rappel d'une certaine époque. Le Jeepster, rappelle-toi, dans les années 60, c'était vraiment quelque chose de très cool. Alors, on a gardé certains des éléments proches de l'époque. Tu vois les demi-sièges, par exemple, avec les dossiers très bas. Ça fait partie du look de l'ensemble. Bien sûr, tu regarderas, tu vois le haillon arrière qui est comme incliné. C'est un peu le type surfer. Là. On peut mettre les planches. C'est fait pour ça. 4 cylindres 2 litres turbo, bien sûr, mais on l'a un petit peu boosté, on a donné un petit peu de muscle, 340 chevaux, 369 livres-pieds de couple. Il y a bien sûr la cage de sécurité et l'intérieur, bien là, c'est définitivement Venice Beach à son meilleur. Là. On est vraiment conçu pour la Californie. Donc, allez pas d'en commander un, lui, il ne verra jamais le jour. Ça, c'est sûr. Non, puis même avec les sièges comme ça ne répond même pas à nos normes de sécurité. Là, alors, pas d'appui-tête, c'est sûr que non, mais c'est quand même... Un clin d'œil au passé. Clin d'œil au passé, c'est ce que Jeep fait très bien au Safari, au Whistler Safari, donc c'est une bonne chose. Là, on tombe dans quelque chose de plus sérieux. Oh. C'est chez Lexus. OK. Lexus nous a présenté la IS500F Sport. C'est une machine de guerre dont le but est de maintenir en vie le moteur V8 chez Lexus. On le sait, ce moteur V8-là se retrouve entre autres dans la RCF. Donc là, on arrive avec une édition limitée. Si jamais ça t'intéresse, il y en aura 50 à vendre au Canada. C'est la première édition de la IS500F Sport Performance. Ça commence à faire long comme nom. Il y en a 500 en Amérique du Nord, 50 réservés au Canada. V8, 5 litres, bien sûr, à aspiration. C'est pas un moteur turbo. 472 chevaux, coupe maximale 395 livres-pieds de coupe. C'est assez solide. Tu l'as déjà conduit dans la RCF. Oui. C'est un moteur qui est tout à fait performant. Boîte automatique. La durabilité a pu finir. C'est incroyable. Et la puissance, on est vraiment dans la puissance. Tout le reste, bien évidemment, on le joue sur Lexus. Alors, comme tu vois, l'intérieur en suède noire, on joue vraiment la carte là, raffinement, sophistication. Tout est là. Et bon, il y aura évidemment d'autres versions que la Launch Edition, que la première édition, mais il y aura celle-là. Alors, je te le dis, 50, si jamais ça t'intéresse. On n'a pas l'idée du prix non plus? Non, ils n'ont pas parlé du prix encore. Ça ne devrait pas tarder. Je pense pas que ce soit dans mon budget cette semaine, je te dirais, mais quand même. C'est un beau véhicule, mais on n'a pas de succès chez Lexus avec nos véhicules de performance. Non. On a sorti des véhicules extraordinaires. Oui. On essaie de sortir des éditions limitées pour attirer un peu l'attention. Ça ne fonctionne pas. Mais là, Lexus... Puis, écoute, il n'y a rien à reprocher à ce véhicule-là. Ah non, c'est solide, c'est durable, c'est fiable. Il y a tout dedans. Oui. Mais on dirait qu'on ne réussit pas à attirer surtout l'acheteur de véhicules. Parce que l'équivalent, c'est l'acheteur de véhicules allemand qui va aller chercher un C63 AMG, oui, puis qui n'ira même pas essayer ce véhicule-là alors qu'il devrait le faire. Oui, effectivement. Mais là, on va voir où Lexus s'en va. Parce que là, c'est bien, on nous présente la IS500F Sport, mais au cours des prochains jours, il y aura une conférence de presse de Lexus où on va nous présenter les nouvelles orientations, incluant ce prototype-là. Oui. Qu'on ne sait pas exactement ce que c'est. On soupçonne que c'est le premier modèle 100% électrique de Lexus. Okay. C'est ce qui a été dévoilé. Il y a un NX qui devrait être dévoilé également dans pas longtemps. Là. Oui, mais comme je te dis, ça... Mais ça semble pas vraiment... Ça semble un peu gros. Ouais, ça a l'air plus gros. Ça a l'air plus gros que le NX. Écoute, on dit que ça pourrait être le premier 100% électrique de Lexus. On sait que Toyota a promis 2 modèles 100% électriques au cours des prochains mois. Donc, Lexus devrait faire la même chose. Et on va en profiter pour présenter la nouvelle philosophie de Lexus en termes de développement. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on design, j'ai hâte de voir. Est-ce que ça veut dire qu'on va éliminer, par exemple, là, on sort les modèles de performance. Est-ce qu'éventuellement, on va les éliminer pour se contenter de l'électrique? On ne le sait pas, mais c'est là qu'on s'en va, donc, chez Lexus. Alors, à suivre au cours des prochains jours, il y aura une nouveauté Lexus sur le marché. Tu sais, je ne peux pas faire un bulletin de nouvelles sans parler de Tesla. Ça me fait toujours plaisir. Tesla, actuellement, écoute, on le sait, Tesla a fait de l'argent au dernier trimestre. Hein? Ils ont fait exactement 270 millions. Bon. Ce qu'ils disent moins fort, en général, c'est que pour faire ça, ils ont reçu 320 millions en achat de crédit carbone. Parce que les compagnies qui n'atteignent pas leur crédit peuvent soit payer une amende au gouvernement, soit racheter à des compagnies qui en ont trop, et Tesla ne vendant que des électriques. Donc, ils ont fait 320 millions. Donc, objectivement, s'ils avaient vendu juste des voitures, ils auraient perdu 50 millions au cours du même trimestre. Une des décisions de l'ancien président Trump a été d'annuler ces commandes-là, le fameux système d'Obama sur le café, sur la méthode, la moyenne de consommation, pour aller vers une révision du système, incluant l'achat des crédits carbone.
Ça veut dire que pour le moment, il n'y en a plus. On est en pause. Et là, Tesla a plus de fun. Parce que là, ils n'ont plus ces montants-là. Ils ont reçu 1,2 milliard l'année passée en crédit carbone. Jusqu'à date, en 2021, ils ont 0. Et Biden a dit, bien, vous en avez encore pour au moins 6 mois parce que c'est encore à l'étude. Alors, on va voir quels sont les résultats pour Tesla, mais je peux dire que Tesla crie fort cette semaine pour essayer que ça revienne en attendant que l'on révise. Ça doit être pour ça maintenant qu'il a annoncé qu'on pouvait acheter des Tesla en Bitcoin. Oui, exactement. On est en train de trouver une autre solution. Et lui a acheté pas mal de Bitcoin, fait qu'il a pris une démarche. Et une dernière petite nouvelle rapide. GMC, le terrain, c'est le dernier chez GM qu'on n'avait pas encore remodelé, si tu veux. Donc, il arrive pour une version 2022 avec une version de plus hors route, le AT4, qui va être aussi disponible. Donc, le terrain qui a aussi été modifié, quelques changements, mais bien sûr, un petit changement esthétique extérieur, mais c'est le dernier de la famille. Qui est vraiment intéressant. Qui est vraiment beau. C'est un beau véhicule et je pense qu'ils font un bon travail au niveau de la révision de ce véhicule-là. Et bon, faire une petite version un peu plus sportive hors route, c'est le fun, là. Ça va attirer l'attention parce que c'est le sport utilitaire compact qui est extrêmement populaire. Là. Exactement. Puis c'est celui qu'on avait voulu présenter comme étant peut-être un peu plus luxueux que les autres au départ, puis on avait négligé ce côté peut-être plus... Mais chez GMC, c'est plus hors route, c'est plus... Oui. Normalement, c'est plus athlétique un peu, mais je pense que là, avec l'arrivée du terrain AT4, on atteint plus cette clientèle-là. Merci beaucoup, Marc. Ça m'a fait plaisir. Alors voilà, on s'arrête à Virage pour une pause et on vous revient. Restez avec nous. Nous sommes de retour à Virage et je suis maintenant en compagnie de Stéphanie Blais et Alexandre Saillant de Groupe Saillant Autocrédit. Bienvenue à Virage. Merci. Allô? Alors, on va parler de 2 sujets aujourd'hui. Bien sûr, crédit automobile, on ne peut pas passer à côté. Stéphanie, tu vas nous en parler. Avec la COVID, ça a bougé beaucoup. Mais juste avant, si tu permets, on va parler avec Alexandre de Bébel. On va parler de motoneige. On va parler de votre association avec Pro Performance. Parce que dans ce qu'on peut dire, le petit moteur, ça va très, très bien. Présentement, ils ont le vent dans les voiles. Et ça va bien, votre association avec eux? Ah, ça va super bien. On a commencé ça, on a déjà parlé dans une émission précédente, là, à l'automne dernier. Puis, écoute, on s'est fait littéralement attaquer là, par les demandes. Là. Il y a énormément de demandes, comme tu l'as dit, dans ce domaine-là. Puis, énormément de besoins en crédit alternatif là-dedans. Donc, on a vite été saturés, puis on a travaillé excessivement fort, puis ça va excessivement bien, on est bien contents. Il y a une façon de procéder. Moi, si je veux, par exemple, une motoneige, puis que je sais que mon crédit n'est pas le meilleur crédit au monde, je peux faire directement affaire avec vous avant de faire affaire avec Pro Performance. C'est la même affaire, là, c'est vous qui le référez, mais ça va protéger mon crédit. C'est-tu bien ça que je comprends? C'est comme ça que le monde fonctionne d'ailleurs. On reçoit beaucoup de demandes. Ces gens-là ne sont même pas allés chez Pro Performance. Ils font affaire avec nous, puis ensuite, nous, on va trouver pour eux la machine qu'ils ont besoin avec Pro Performance, puis Pro Performance va livrer le véhicule pour eux. Là, je parle de motoneige, mais ils ont d'autres choses. Là. Oui. Ça peut être n'importe quoi. Comme là, on s'en vient au printemps. Fait que là, ça va être les motos, les VTT, les bateaux. Fait que là, on commence à avoir déjà de l'intérêt pour ça puis des demandes pour ça. Alors, tous ceux qui savent qu'il y a un crédit qui est peut-être pas parfait, mais ils viennent voir. Parce qu'eux autres sont vraiment débordés par les temps qui courent. Là. Ils ont le vent dans les voiles, puis heureusement, tant mieux, il y a des domaines qui vont bien, puis ça, il faut en profiter. Lorsque vient le temps, puis Stéphanie, c'est dans ton département, la personne au crédit n'a pas vraiment le temps de faire son travail correctement pour le client, puis des fois, c'est pas de façon volontaire, c'est parce que là, on est débordé, puis on peut faire des erreurs qui peuvent être dommageables pour le crédit des gens. En fait, ça va extrêmement vite, effectivement, parce qu'ils ont beaucoup de demandes. Ça n'a pas été long qu'ils n'ont plus eu d'inventaire cet hiver. Là, donc, mais effectivement, c'est sûr que ça complique des fois un petit peu les choses au niveau du crédit parce qu'ils n'ont pas le temps d'y travailler autant que nous, on le fait. Parce que travailler un crédit, encore plus, je vous dirais, en récréatif, là, ça demande encore plus de travail que même en automobile, exemple. C'est encore plus de travail. Donc, ils n'ont pas nécessairement le temps de mettre tout le travail que ça prend pour pouvoir vraiment avoir des bonnes approbations puis tout ça. Donc, effectivement, le fait de passer par nous, bien, ça évite d'avoir des problématiques par la suite ou d'avoir des approbations qu'on aurait pu avoir, mais qui n'ont pas eu parce que ça n'a malheureusement pas été fait de la bonne façon. Là. Ce domaine-là est en expansion.
mais il y a d'autres domaines en expansion comme le VR, comme d'autres choses. Et vous êtes même ouvert à avoir d'autres partenaires dans ce segment-là chez Groupe Saillant Autocrédit. En fait, on cherche. Alors, on cherche un partenaire récréatif parce qu'on pense que c'est un autre domaine qui est dans le motorisé, dans les véhicules, dans le fond, pour se déplacer, qu'il y a une demande pour ça. Il y a des gens, Crédit Alternatif, qui ont besoin de ça. Et on pense qu'on peut les aider grandement. Donc, véhicules récréatifs, il y a des motorisés à 400-500 000, 1 million. Oui. Là, donc, mais ça, on l'a déjà dit, hein, un crédit alternatif, quelqu'un qui est un crédit spécialisé n'est pas seulement quelqu'un qui n'a pas de revenus. Non, c'est ça. Alors, c'est d'avoir accès au financement à bon taux, c'est ça la clé. Exact. Mais tout ce qui est roulotte, fifth wheel, etc., là, c'est un créneau, effectivement, là, Oui, puis ça va bien ces temps-ci, eux autres savants. Donc, effectivement, que vous pourriez être extrêmement utile. Donc, s'il y a un partenaire dans ce domaine-là, appelez-les, vous allez vous faire référer beaucoup de monde parce que ProPerformance, je pense, sont très contents. Ouais. Stéphanie, le COVID est là. Chez les concessionnaires, ça travaille un peu différemment. Ça a apporté quelques modifications dans ta façon de travailler. En fait, ça a apporté effectivement des modifications, mais surtout des contraintes supplémentaires. Tu sais, déjà qu'en partant, le crédit spécialisé, c'est un monde qui est particulier, puis qu'effectivement, on doit travailler avec toutes les contraintes, puis les demandes des institutions financières, etc. Et effectivement, le COVID est venu encore compliquer un peu plus la chose, ne serait-ce qu'au niveau des valeurs des véhicules. Hein. Exemple, si on va dans le véhicule d'occasion, les institutions financières travaillent avec le Black Book. Donc, le Black Book étant la valeur la plus basse qu'un véhicule a sur le marché, mais le Black Book est fait en fonction des véhicules qui passent à l'encan. Mais comme il n'y a pas beaucoup, c'est très difficile en ce moment l'approvisionnement, il n'y a pas beaucoup de véhicules qui passent à l'encan. Non, les concessionnaires les gardent. Effectivement. Donc, ce qui fait qu'au niveau des valeurs de Black Book, ça a énormément chuté. Ce qui fait que quand on se retrouve à choisir des unités, vraiment pour aller vraiment cibler la bonne unité, si on a des montants financiers, des choses comme ça peut devenir pas mal plus complexe. Puis aussi au niveau des revenus, hein, parce que des fois, on arrivait, à ce que, exemple, un client qui ça fait plusieurs années qui était au même emploi, à éviter de faire la validation des revenus, parce qu'on s'entend que ça rallonge toujours le processus, on se comprend. Mais là, c'est pratiquement systématique qui demande les revenus, puis la validation peut ne pas être bonne pour longtemps. Là. Des fois, on a même vu des prêteurs à un moment donné que c'était juste pour 15 jours. Là. Et il faut prendre son temps dans le magasinage, dans le processus. Il faut laisser le temps au processus. Et lorsqu'on a pris la décision, on va avoir notre nouvelle voiture très rapidement, puis on veut refaire les choses bien rapidement, mais il faut prendre notre temps. Oui, des fois, les gens, ils veulent que ça aille vite, mais c'est toujours mieux de prendre notre temps pour aller chercher la meilleure approbation. Là. Si on veut faire affaire avec vous, quelle façon qu'on procède? Bien, en personne, dans nos locaux chez Sanfo Hyundai ou via le site Internet à www.groupesaintautocredit.com. Merci d'être passé à Virage. Merci. Alors voilà, on s'arrête et on va bien rester. Cette chronique vous a été présentée par Groupe Saillant Autocrédit, le numéro 1 en rétablissement de crédit automobile, plus de 700 avis Google positifs. Voilà de retour, 670-9078, poste 230 ou encore virage à telmac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre pour nous poser vos questions. Messieurs, j'ai quand même pas mal de questions et on commence avec une vraie question difficile. Vous allez avoir de la misère. Joanne a dit, je regarde pour un Acura RDX 2017, 58 000 km, modèle élite. On demande 25 000 $. Nous faisons 8 à 10 000 km par année. On voudrait l'avoir 7-8 ans. Go! J'ai 7-8 ans. Il n'y a pas grand kilométrage encore. Puis, si on considère que mécaniquement, généralement, c'est très bon, alors on ne voit pas de problème pour ça. Puis en termes de prix, avec la version Elite à 25 000 $, on est pas mal dedans. Puis effectivement, on va rajouter 80 000 km au total à la fin. Vous allez quasiment pouvoir le revendre. Le même prix. La moitié du prix, en tout cas. Raymond, lui, il magasine... c'est pour toi, ça, Jacques, qui magasine un Safari Condo sur Sprinter. Donc, j'imagine, avec la version Sprinter. Ça doit être un 22 pieds. Est-ce que je dois prendre un 22 pieds sur un 3500 ou un 2500? Ça dépend de l'année qu'il regarde, parce que généralement, un 3500, c'est roue double, selon les années. Et antérieurement, il y avait du roue simple aussi. Alors, au niveau stabilité, c'est certain que les roues doubles, c'est beaucoup plus stable. Le problème qui arrive avec ces véhicules-là, c'est que c'est des véhicules qui sont tout en hauteur
Et j'en vois là, actuellement qui transforment des véhicules, mettent des supports à bagages, des supports à tout. Ils mettent énormément de choses sur le toit. Et ils ont des plateformes, justement, pour aller s'asseoir là, puis je sais pas quoi regarder. C'est une terrasse, ça? Une terrasse. Une terrasse. Mais ça c'est pesant, ça. As-tu pensé, quand ils vendent, quand tu rencontres un camion remorque ou quelque chose du genre, comment est-ce que ça peut te déstabiliser? Alors, il faut faire attention à ce qu'on regarde comme achat. Et je ne sais pas si c'est un neuf ou un usagé, mais une chose est certaine, c'est que c'est très rare sur le marché en plus de ça. Le secret de ça, quand tu as ça, là, ces véhicules-là, tu suis les limites de vitesse et tu ralentis s'ils vendent beaucoup. Et j'ai quelqu'un qui me disait l'autre jour, je pense que j'ai les doigts imprégnés dans le volant parce que j'ai pogné du vent. Alors, la plupart de ces véhicules-là, que ce soit un transit ou autre, ça brasse dans le vent parce que le mur de côté est immense. Alors, quand le vent pogne, ça... On s'entend qu'un 3500, c'est plus stable. C'est Si plus tu as stable. choisi entre les deux, suspension, c'est plus solide et c'est plus stable. Et essayer de mettre, de charger les objets les plus pesants le plus bas possible. Le plus bas possible. Bon. Bertrand, il regarde pour une Nissan Quest 2012. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ça, hein? 107 000 km, elle est comme neuve. Le toit, la navigation, le véhicule est comme neuf. On demande encore 13 700 $, me semble. Que ça, c'est cher pour un véhicule de près de... Moi, je ne suis pas le plus grand fan de la Nissan Quest, je ne l'ai jamais été. La qualité intérieure de ce véhicule-là a toujours été assez douteuse. L'assemblage des plastiques, même si les sièges étaient en cuir, l'assemblage des plastiques dans le tableau de bord était très approximatif. Ça craquait rapidement. Après 5-10 000 km, on sentait déjà qu'il y avait des problèmes. Je ne suis pas un fan de la Nissan Quest dès le départ. La boîte CVT qu'il y a là-dessus, c'est une première génération. Vous avez toujours l'impression que vous avez manqué une vitesse. C'est vraiment pas mon véhicule préféré dans la catégorie. Je pense que pour ce prix-là, vous pourriez trouver quelque chose de probablement tout aussi intéressant chez la concurrence en termes d'occasion. Pour une mini-fourgonnette, là, je pense qu'il y a de quoi d'intéressant à 13 500 $ pour une 2012. Moi, j'irais vers un produit Chrysler, vers une Dodge Caravan. Tu as immédiatement un véhicule qui est, surtout après 2010, dans les produits Chrysler, dans les Dodge Caravan, tu n'entends plus parler de rien. C'est bon, c'est confortable, c'est durable. Alors moi, j'irais vers ça plus que... Pour le même prix, ils vont trouver quelque chose de 2015, 2016. En plus de ça. Parce qu'il s'en est vendu, des produits Chrysler. Mais il n'y a pas eu de catastrophe mécanique avec la Quest. Il faut bien s'entendre. Non, le moteur, c'est le moteur qui est moteur fiable. fait un bon travail. Il y avait un style, juste avant ça, je me souviens plus de l'année, mais il y avait un style un peu plus bizarre. Ouais. Dans ces années-là, était revenu un style un peu plus traditionnel. Nissan, dans ces années-là, il me semble qu'il était mal protégé contre la rouille. Et c'est à surveiller. Et du plastique. Oui, beaucoup de plastique. Beaucoup de plastique. Ils ont tombé dans le plastique assez Mais solide. le plastique, ça ne rouille pas. Ça ne rouille pas, mais ça craque vite. Ça craque. Ça craque un peu. Ça craque. J'hésite, Monsieur Dionne, j'hésite entre deux véhicules, le Honda Passport ou le Blazer de Chevrolet, en achat pour 3 ou 4 ans. Ouais, on ne se trompe pas bien, là, pour 3 ou 4 ans. 3-4 ans, n'importe lequel. Par contre, il faut préciser que c'est deux véhicules qui ont deux personnalités différentes. Oui. Le Passport est un véhicule qui est plus passe-partout, qui est peut-être un peu plus rough dans sa construction, volontairement, parce qu'on a voulu l'amener plus du côté aventurier. Le Blazer, c'est le petit VUS civilisé, stylé, avec la partie avant plus raffinée. Donc, on a vraiment deux personnalités différentes. Au niveau de la fiabilité, 3-4 ans, vous n'aurez pas de problème avec ni un ni l'autre, mais c'est vraiment une question de choix. Deux personnalités différentes, mais on vise à peu près la même clientèle avec des versions peut-être un peu plus sport. Ouais. Tu sais, le Passport, on l'a tassé un petit peu du pilote là, pour en faire une version là, un petit peu plus attirante, un petit peu plus sportive. Le Blazer, c'est à peu près la même chose. Puis d'après moi, ils sont à peu près dans les mêmes prix aussi. Ouais. Moi, j'aime beaucoup le Passport. Blazer aussi. Le Passport, il me semble qu'il est plus reconnu dans le moment. Alors, j'irais vers... Tu sais, la valeur de revente, il faut en tenir compte. Le Blazer, c'est pas la meilleure valeur de revente au monde, tandis que le Passport, oui. Il va la garder, Alors c'est sûr. ça, c'est peut-être. En location, n'importe lequel des deux. En achat, moi, je donne l'avantage un peu au Passport. Oui. Absolument. Marc, RAV4 hybride 2016, 116 000 km, 22 000 $, 8 pneus, entretien chez le concessionnaire. Ma crainte, c'est les batteries et est-ce que les batteries sont durables? Batterie, c'est pas tuable.
Littéralement, là, c'est garanti 8 ans, puis à ma connaissance, il n'en change jamais ou à peu près jamais. C'est pas quelque chose. Ce qui peut arriver, c'est que la capacité de recharge de la batterie va diminuer un peu. On estime, par exemple, qu'après 10 ans, une batterie dans un véhicule électrique pourrait perdre jusqu'à 25 Mais il n'y a pas d'autonomie il n'y a pas électrique. d'autonomie électrique. Fait que là-dessus, ça ne change rien. Fait que pour un véhicule hybride, il n'y a pas de problème là-dessus. Là. Et je trouve que le prix est bon. Oui. Le prix est bon aussi. C'était pour un RAV4 hybride, parce que plus souvent qu'autrement, Ouais, c'est un vrai. RAV4 qui n'est Ça- pas hybride, c'est le prix qu'on demande. Effectivement. Alors, valeur de l'achat très élevée, qualité du véhicule. Je ne sais pas s'il est déjà acheté, mais courez, allez le réserver tout de suite parce que ça va être la cohue parce qu'il n'y en a pas à vendre. On Non. n'en trouve pas de ces Justement. véhicules-là. Je ne sais pas dans quelle Justement. région vous êtes, Marc, mais allez l'acheter ou le réserver immédiatement. Petite inspection. Si jamais il est il est disponible chez un concessionnaire, bien là, c'est encore mieux. Ouais. Donc, ce serait un achat superbe. Claudine, ma voisine vend sa Volvo C30 2009, 78 000 km. Très propre, avec 8 pneus. On demande 7 500 $. Ça semble être un achat correct. Oui, j'aimais ça, moi, ce petit type de C30. Volvo-là. Ouais. J'aimais ça, la dimension du véhicule, etc. C'est un véhicule qui était quand même agréable à conduire. Oui. Alors, le prix est bon. Le prix est bon. Tu as 8 pneus, 8 roues avec le véhicule. Là, ouais. Tu es équipé pour l'hiver et pour l'été. 78 000 km, c'est Ouais, ça qui est c'est pas un gros extraordinaire. kilométrage. C'est un véhicule dessiné par un Québécois en plus, hein? Rappelez-vous, À l'époque, c'était c'est vrai. Oui, Simon oui. Lamarre qui a dessiné ce véhicule-là. Effectivement, c'est un style assez particulier que moi, j'aimais beaucoup. Pas eu de problème majeur de fiabilité connu non plus. Parce que 78 000 km, c'est correct. Écoutez, c'est un Volvo, par contre, au milieu des années 2000, entre 2000 et 2010, ça demandait C'est un peu pas- plus d'entretien que les Pas un autres prix Nobel véhicules. de fiabilité non, Non. plus. Non La plus. vitre arrière craque Un peu. souvent un petit peu. Ça se corrige. Ils ont trouvé une façon de le corriger chez le concessionnaire. Donc, il y a des petites choses comme ça, mais à ce prix-là, vous ne perdrez pas effectivement. beaucoup. là. Effectivement. Moi, je le recommande sans problème. Surtout parce qu'il est le fun à conduire aussi. Oui, Une petite voiture différente. différent. Merci, messieurs. Ça m'a fait grand plaisir. Bien content de vous avoir encore cette semaine. Ben, On se merci. reparle la semaine prochaine. Merci, oui. Alors voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. Il me reste qu'à vous souhaiter une agréable semaine. On se reparle la semaine prochaine, mardi soir, 21h30, pour un autre Virage. Cette émission vous a été présentée par les Centres d'inspection technique CAA Québec.